Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. Alors cette semaine, on a reçu cette autoclave qui est enfin une autoclave qui est homologuée pour l'Europe. Cette semaine, on va la tester. Exact. On va vous la présenter la semaine prochaine avec les détails, tout ce qui rate, comment il faut l'utiliser. Et puis cette semaine, on va dans cette vidéo surtout parler de botulisme. Exactement. Apprendre à savoir ce que c'est et comment on peut se prévenir qu'il ne rentre pas dans nos conserves, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut quand même pas prendre à la légère. Lorsqu'on fait une conserve, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir quelque chose donc, qui se garde à long terme, hein, ça c'est important. On veut avoir quelque chose qui garde un maximum de nutriments et qui est bon au niveau du goût. Ah, ça c'est super important. Le plus important. Ouais. Et non, le plus important, c'est surtout que ça ne nous rend pas malade. Oui. Voilà. Et pour arriver à ce résultat, il faut vraiment savoir 2-3 choses, comment procéder, etc. Parce que pas tout se conserve de la même manière. Une conserve, elle devient non consommable lorsqu'il y a un développement de bactéries dedans, lorsqu'il y a un développement de moisissures, donc de champignons, et lorsque, par exemple, elle est trop soumise à la lumière, ça sera plus l'aspect visuel et gustatif qui va vraiment ne pas être terrible. Et après, il faut mentionner qu'il y a parfois certaines enzymes déjà dans une conserve, hein, lorsqu'on a par exemple utilisé des fruits qui étaient trop mûrs, qui peuvent aussi avoir un effet donc, sur la conserve qu'on maîtrisera plus difficilement. Donc lorsqu'on a des fruits qui sont passés déjà le stade, qui sont déjà en train de se dégrader, il ne faut pas les mettre en conserve. Exactement. Pour que des micro-organismes, des bactéries peuvent se développer, il y a certaines conditions qui doivent être réunies. Tout être vivant a besoin d'une certaine humidité, de la nourriture, a besoin d'une certaine chaleur, une certaine température. Hein, certains plus haut, plus bas. Exactement. Comme par exemple, tous les bactéries ou tous les micro-organismes qui nous rendent malades, l'être humain, leur température idéale pour se développer, c'est notre température du corps, hein, c'est pour ça que ça nous rend malade. D'autres ont besoin peut-être un peu plus de chaleur, comme par exemple les bactéries quand on fait du yogourt, hein, on monte de 42-45 degrés. Donc là, c'est leur milieu idéal pour pouvoir Il faut mentionner que toutes les bactéries ne sont pas mauvaises. Hein. Non, il y en a des bonnes, des mauvaises. Mais on parle en général. On parle en règle générale. Donc pour se développer, ils ont besoin d'une certaine température qui est pour elles idéale. Et un autre facteur, c'est il faut, pour certaines bactéries, il faut de l'oxygène pour pouvoir se développer. Et pour d'autres, il faut une absence. Il faut une absence. On appelle ça les aérobes, donc pour ceux qui ont besoin de l'oxygène, et les anaérobes qui n'ont pas besoin d'oxygène pour se développer. Donc, ils se développeraient, par exemple, dans un liquide, dans une substance liquide. Dans une conserve à l'huile, etc., donc où il n'y a pas d'air à l'intérieur. Hein. Il faut bien que toutes ces conditions soient réunies, hein, ils sont vraiment toutes, pour qu'un micro-organisme se développe. Donc, si on en enlève un de ces facteurs, un micro-organisme ne peut plus se développer. Donc, typiquement, quand on déshydrate, hein, on enlève l'eau, la bactérie ou le champignon, ils ne peuvent plus proliférer. Et on a réalisé une conserve, en fait. Donc, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme par exemple le pH. Lorsqu'on a un pH acide, typiquement comme une tomate, le jus de tomate est naturellement assez acide, donc en dessous de 4,5, le jus de citron, etc. À ce moment-là, dans un milieu plus acide, les champignons et les bactéries ont beaucoup plus de peine à se développer. Au contraire, donc, lorsqu'on a des choses qui deviennent alcalines, plus le pH neutre ou bien pire encore dans l'autre sens, à ce moment-là, on a un milieu favorable pour le développement des champignons et des bactéries. Exactement. Après, d'autres choses, c'est clair, c'est l'hygiène. Hein? Ouais. L'hygiène qu'on aura lorsqu'on fait une conserve. Un spécialiste. Ça, c'est intransigeant là-dessus. T'as raison. Après, c'est aussi les produits qu'on utilise, hein, qui ont une influence. C'est important d'utiliser des produits frais, qui sont en bon état, qui ne sont pas déjà des fruits trop passés, trop mûrs, ou des légumes qui sont déjà en train de flétrir. Le mieux, c'est toujours plus un produit est frais et dans le bon stade de maturité
à ce moment-là, on met toutes ses chances de côté pour réussir une conserve. Mais c'est clair que ça fait beaucoup de conditions, mais tout le monde sait voir un légume qui est beau, qui est rouge pour un poivron, pour une tomate, que ça soit pas vert ou que ça soit pas en train de pourrir. Et puis un légume qui est dans son bon stade, qui n'est pas carrément en train de se transformer pour faire des graines. Il faut juste faire appel à son bon sens pour voir ce qui va bien pour mettre en conserve. Exactement. Et avec l'expérience, on saura aussi comment faire. C'est pas si compliqué. Et un autre facteur encore qui va influencer, c'est la méthode qu'on va choisir. Donc, est-ce qu'on va stériliser en autoclave ou on va utiliser un stérilisateur à bain-marie? Ça va avoir une influence sur la durée de ma conserve. C'est le sujet de cette vidéo, justement. Exactement. Quand choisir, en fait, quelle méthode? Pourquoi faire de la conserve où on est sûr de ce qu'on va manger plus tard? Parce que déjà, on ne va pas pouvoir toujours savoir si les micro-organismes se sont déclarés à l'intérieur. Ça ne va pas toujours se sentir, ça ne va pas toujours se voir. Et donc, si, suivant les micro-organismes, certains, ça va avoir des symptômes comme des diarrhées, des vomissements, on va être malade. Et puis, certains micro-organismes peuvent être fatals, surtout s'ils ne sont pas soignés tôt, comme par exemple le botulisme. Le botulisme, oui. Qu'est-ce que c'est le botulisme? Le botulisme, c'est donc une intoxication alimentaire grave qui peut vraiment, si elle n'est pas soignée à temps, être mortelle. Ça, il faut savoir. Hein. C'est rare, on est bien d'accord, mais il y a toujours environ 10 cas, 10 familles qui sont touchées par année en France, rien qu'en France. Hein. À l'origine de cette intoxication est la bactérie Clostridium botulinum. Hein. Ça, c'est la bactérie qui crée cette intoxication, ou plutôt qui crée une toxine, qui sécrète une toxine qui va nous rendre malades. Hein. J'ai souvent des personnes qui me disent « Oui, mais moi j'ai toujours fait des conserves d'une telle manière et au bain-marie, mes légumes stérilisés au bain-marie, ça a toujours fonctionné, etc. » Oui, bien sûr, ça peut aller bien toute votre vie, pendant X années, parce que c'est quand même quelque chose qui est rare, il faut le savoir. Mais quand ça vous arrive, vous êtes touché. Et puis, à ce moment-là, c'est fatal pour vous. Donc, moi, je suis d'avis que je ne suis pas prête à prendre ce risque. Non, qu'on doit mettre toutes ses chances de notre côté. Exactement. Ça peut toujours arriver. Mais si je veux réaliser une conserve, c'est des choses que je dois savoir pour une sécurité alimentaire. Parce que moi, je n'ai ni envie de rendre malade ma famille ou moi-même ou prendre ce risque. Ça, je ne suis pas prête. Donc, ce n'est pas pour faire peur aux gens de faire des conserves, mais il faut les faire juste. Il existe plusieurs types de botulisme. Nous, on va se concentrer sur le botulisme alimentaire. Et le meilleur moyen de l'éviter, de le combattre, c'est bien de connaître comment il fonctionne et comment il se développe. Cette bactérie, elle est présente partout, en fait, dans la terre, dans la poussière, dans l'eau, dans le sol, etc. Donc ça, c'est vraiment une bactérie qui vit partout. Donc on peut dire, quand on ramasse un légume qui a de la terre dessus, qui a eu de la poussière, etc., la première chose à faire, c'est bien sûr bien laver, toujours bien laver un légume ou un fruit, n'importe, avant de le transformer. Ça, c'est la première mesure. Alors, tu me dis tout d'un coup, mais si je vais maintenant au jardin cueillir mes carottes et mes pommes ou n'importe, et puis je vais manger, je vais la choper. Non, vous n'allez pas venir malade à cause de ça, parce que c'est une bactérie, en fait, qu'il faut savoir, elle est anaérobe, ça veut dire qu'elle se développe seulement dans un milieu d'absence d'oxygène. Donc, si vous cueillez un fruit, voilà, il y a de l'oxygène, donc elle ne va pas pouvoir se développer, cette bactérie. Elle est présente, mais sans pouvoir se développer, se multiplier. Ce qu'il faut savoir, deuxième chose qu'il faut savoir sur cette bactérie, c'est une bactérie qui va se mettre dans un état de dormance. Si elle n'est pas dans un milieu où elle peut proliférer, se multiplier, vivre, elle va créer une spore, ou elle peut survivre plusieurs centaines d'années à des chaleurs extrêmes. Donc, elle devient un peu ultra résistante. Et c'est ça qui est en fait le grand danger, parce qu'elle est très, très difficile à détruire si elle est dans ce stade-là. Donc, si on a cette bactérie maintenant sur un légume, etc., qu'on mange directement,
elle ne va pas pouvoir se développer parce qu'elle est dans cet état de sport et il faut quand même qu'elle passe par un certain processus dans des bonnes conditions pour pouvoir germer. Elle va arriver dans l'estomac, elle est détruite immédiatement. Exactement. Donc là, vous risquez rien. Donc dans le processus de conservation, si par exemple, on va faire une stérilisation au bain-marie, donc une pasteurisation, la plupart des bactéries vont être tuées. Mais au moment où on fait une conserve, par exemple des haricots verts ou des petits pois, dans un stérilisateur au bain-marie, ce qui va résulter de cette conserve, c'est que les bactéries seront mortes, mais il va rester ces spores du botulisme là-dedans. Et ils vont retrouver, quand tout va bien refroidir, on va stocker ça, ils vont retrouver les conditions idéales pour se développer. C'est pour ça que si on le veut, par exemple, le petit pois, le pois chiche, le haricot vert, faire des conserves qui sont donc sûres, on est obligé de travailler à des températures plus élevées, non seulement pour tuer les bactéries, mais pour tuer le spore du botulisme. Et c'est ça qui est très important. Donc ces spores, ils sont détruits à des températures élevées, parce il ne faut pas oublier, attention, on cherche à faire monter la température de l'eau. Vous savez qu'à 100 degrés, l'eau bout, donc ce n'est pas possible de dire « mais je la mets à 180 dans un four ». Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il faut pressuriser le liquide afin que le liquide lui-même puisse arriver à une certaine température. Donc les industriels vont faire ça, imaginez la boîte de conserve, ils vont monter ces boîtes de conserve à cœur, bien évidemment, à 120 degrés et les tenir un petit peu plus que 3 minutes, ce qui va suffire à tuer ces spores. Nous, dans une autoclave, on ne va pas atteindre 120 degrés parce que ça reste compliqué, c'est des machines un peu plus costauds que ça. Mais on va monter autour de 117 à 118, 119, ça va dépendre un petit peu de certaines conditions, l'altitude, la température extérieure, ça va varier. Mais on va monter en dessus de 117 et on va tenir ces températures et c'est là qu'entre en jeu l'autoclave, c'est qu'elle est faite pour maintenir stable ces températures élevées pendant un temps donné. Ça va être plus long que 3 minutes, ça va peut-être être 30 pour certaines choses, ça va dépendre aussi des quantités qu'il y a dans les bocaux, ça va être 1 heure, mais elle va maintenir ça stable. C'est pour ça que lorsqu'on ne peut pas non plus comparer l'autoclave avec une marmite à vapeur, parce que chaque Même si c'est un peu semblable. C'est un peu semblable, c'est que la stabilité des températures va dépendre de la marmite, de son âge, de sa manière dont le total a des qui monte, qui fonctionne. Ici, c'est un fonctionnement par poids, on y reviendra. Ce n'est pas tout assez calibré pour que ça soit stable. Donc la marmite, attention, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est la température, ce n'est pas nécessairement la stabilité, mais chaque marmite à vapeur ne monte pas forcément jusqu'à 117, etc. On ne sait pas jusqu'où elle monte, hein. On n'a aucun moyen de le contrôler. Il faudrait faire des tests. Donc. Il faudrait faire des tests, donc c'est une stérilisation. Alors, ça serait possible, mais si on sait exactement quelle est la température qui va être à l'intérieur de ma marmite à vapeur, pour savoir sur quelle durée je dois stériliser là-dedans. Donc, ici, dans un autoclave, c'est un peu plus simple. Donc, en fait, maintenant, cette courbe température, dans l'autoclave, on va, pour chaque recette, plus ou moins, avoir un temps. C'est similaire pour la plupart des aliments, donc ce n'est pas si compliqué que ça. On va avoir une durée, en fonction de la quantité de ce qu'on met dans un bocal, on va avoir une durée dans laquelle on doit maintenir simplement l'autoclave sous pression. Si on voulait le faire au bain-marie, pour ceux qui se posent la question, oui, mais je laisse mes terrines 2 heures. Non, il faut au moins dépasser les 5 heures et il faut atteindre 100 degrés. Donc si vous n'êtes pas au bord de l'eau, au bord de la plage, vous oubliez, votre eau, elle n'ira jamais à 100 degrés, elle s'arrêtera à 95, elle s'arrêtera à 96, ou pire, si vous êtes à 800 mètres, ça sera encore plus bas. Donc, dans un bain-marie, il faut laisser ça à 24 heures à cuire dedans et on n'atteindra pas les 100 degrés. Donc, ce n'est pas possible de tuer cette spore. Et c'est la grande difficulté, pourquoi certains aliments, donc on ne peut pas faire en bain-marie parce qu'il faut des durées de stérilisation tellement longues que votre aliment à l'intérieur, il est au niveau nutriments... il est mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Puis si vous aurez de la bouillie. Et de la bouillie, quoi. Ça c'est clair et net. Alors c'est pour ça, certaines conserves nécessitent un autoclave. Donc c'est clair, comme elle me dit, on a perdu peut-être les gens là, mais ce n'est pas si compliqué. En gros, ce qui va rentrer en jeu pour décider, je fais bain-marie ou je fais l'autoclave, ça sera le pH du mélange. Ça veut dire tomate, jus de tomate, tout ce qu'on fait avec les tomates,
Tout ça, ça va très très bien au bain-marie. Voilà. Les tomates, les confitures, les conserves de fruits, au sirop, au sucre, les conserves qui ont du vinaigre, comme par exemple, tu as fait la recette avec la moutarde de figue, là, on avait fait une vidéo, tout ça. C'est acide. C'est acide après, tout ça, ça va au bain-marie. Donc, du moment où votre mélange, il y a un pH inférieur à 4,5, vous pouvez faire au stérilisateur, au bain-marie. Ce qui ouvre la petite parenthèse, tout ce qui est lactofermentation, le pH sera plus bas que 4,5, donc ça les rend sûrs par rapport au botulisme, c'est pour ça, la choucroute, etc. Voilà. Ça fonctionne bien. Ou, troisième option, vous avez un légume que vous avez acidifié avec jus de citron ou du vinaigre ou quelque chose. À ce moment-là, vous pouvez nouveau le passer au bain-marie. Comme par exemple les cornichons vinaigre. Et, ouais, je ne les stérilise pas, ça c'est une mise en conserve à chaud, mais c'est une... Oui. Mais sont vinaigre, sont dans un milieu acide. Ils sont en vinaigre, dans un milieu acide. Il y a une troisième manière où on pourrait éventuellement contourner un tout petit peu un autoclave pour certains aliments, je dis, hein, pas pour tout, mais pour certains. C'est la double stérilisation. C'est tout simplement, si vous avez fait une terrine, par exemple, que vous avez stérilisé 2 heures, 2 heures dans une marmite normale au bain-marie, vous la laissez refroidir pendant 24 heures. Quand elle est complètement froide, à ce moment-là, la spore, elle aura le temps de redevenir bactérie, hein, de redevenir actif. Et à ce moment-là, vous restérilisez encore une fois pour le même temps votre aliment. Et à ce moment-là, vous avez une conserve qui est... Maintenant, il y a peut-être des gens qui vont se poser la question, oui, mais j'ai fait par exemple un pesto frais du jardin, que je n'ai pas tout mangé le premier jour. Si je la mets au frigo, est-ce que je risque quelque chose? Alors non, vous risquez rien parce que la bactérie, donc déjà, quand on met au frigo, on abaisse la température, elle va avoir plus de peine pour se développer. Et il faut plus de temps. Il faut à peu près 6 jours pour qu'une bactérie se développe dans ces conditions-là. Et donc, si vous la mangez dans les 6 jours, donc dans la semaine, on dit, hein, vous risquez rien du tout. Alors, donc, il y a encore un dernier point, les conserves à l'huile. C'est-à-dire que si on met des herbes sèches dans de l'huile, ça va jouer, mais mettre des condiments frais du jardin dans de l'huile qu'on va garder sur la table, c'est pas quelque chose qu'il faudrait faire. Donc de l'ail, si on met de l'ail, des choses comme ça, s'ils ont préalablement été séchés, il n'y a pas de souci. On peut le faire si seulement ces aliments frais, entre guillemets, qui ont une forme fraîche, ont été par exemple acidifiés, donc par la lactofermentation. Ensuite, on pourrait les mettre dans de l'huile. Mais seulement dans ces conditions-là. Sinon, les conserves à l'huile, c'est particulièrement à risque. Particulièrement à risque. Par exemple, le poivron, etc., ça doit être bien fait à l'amont pour qu'on puisse le mettre dans l'huile par la suite. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut prendre en compte. Donc, pour résumer, si je choisis la déshydratation, j'enlève l'humidité, la bactérie ne peut pas se développer. Si j'acidifie le milieu, la même chose, j'enlève ce risque que le botulisme se développe si le milieu est suffisamment acide. Et lorsque je fais une autre style de conserve, c'est là que je dois faire le choix entre produits non acides, par exemple les haricots, les maïs, les grains de maïs, etc., autoclave, sinon stérilisateur, comme ce jus de tomate, par exemple, ça a été stérilisé au bain-marie. Et puis bien sûr, quand on ouvre une conserve, c'est là où c'est important. Voilà, toujours. Première chose, est-ce que le bocal est bien fermé? Tant qu'il est bien fermé, ça veut dire ma conserve. S'il n'est pas fermé, c'est poubelle immédiatement. Exactement. Même si l'odeur est bonne, même si ça a l'air d'être bien consommable. Du moment où un bocal est ouvert, ça veut dire que le couvercle n'est pas fermé, vous jetez votre conserve. Ça, c'est la règle la plus importante. Ensuite, s'il est bien fermé, j'ouvre. L'odeur est bonne, l'aspect est bon, au niveau goût, c'est bon. Vous pouvez y aller, vous pouvez consommer votre conserve en toute sécurité. Cette vidéo était vraiment nécessaire. Elle est longue, je sais, on sait, mais c'est quelque chose qu'il fallait faire comme sujet, développer. Et c'est un thème important où on vous encourage d'aller creuser, d'aller voir, de vous informer. On va plus faire de recettes aussi en autoclave, maintenant que c'est disponible. Et puis, d'ici la semaine prochaine, où on en parlera plus, on vous souhaite une bonne semaine.
très très bonne semaine et on se réjouit beaucoup de vous revoir la semaine prochaine. Merci pour toutes tes recherches aussi. Oui, parce que merci. tu as creusé le sujet. Et à tout bientôt. Au revoir. À tout bientôt. Au revoir.